Bonjour Thomas. Bonjour Franck. Merci d'avoir pris le temps là entre midi et deux de répondre à mes questions. C'est super. Merci à toi pour l'invitation. Je suis ce que tu fais avec attention, donc merci, j'en suis honoré. Eh ben merci. Euh, du coup, on est à un moment là. Bon, ça fait 19 mois qu'on vit, qu'on voit un génocide sous nos yeux, sous nos yeux, non, sous nos écrans, principalement d'ailleurs réseaux sociaux, parce que les écrans de télévision le montrent peu. Depuis, on sent un changement là depuis quelques jours, peut-être une semaine, au niveau des médias dominants, au niveau des politiques, etc., par rapport à cette question-là et à Israël. Pour l'instant, ça reste que des mots. Il n'y a vraiment aucun acte concret qui est pris pour sanctionner Israël. Mais il y a quelque chose, en fait, qui ressort vraiment à chaque fois, c'est que Netanyahou est le problème. Une grande partie du peuple israélien juif, on expliquera pourquoi on différencie israélien juif avec israélien non juif. Une grande partie d'Israéliens veulent la paix, Netanyahou est le problème. Si Netanyahou en gros était pas là, tout serait pas parfait, mais ça irait beaucoup mieux. Mm. Toi, en quelques jours, personnellement, mais aussi avec le collectif de Yanni, tu viens de complètement discréditer ces deux affirmations, en gros. Je vais commencer par ton article qui a été publié sur le site Le Rubicon, qui met en perspective comment Israël, depuis au moins 20 ans maintenant, fait tout pour faire disparaître la Palestine. Dans cet Mhm. article, tu parles de deux opérations, par exemple, je mets opération entre guillemets, deux opérations Mm. israéliennes. Il y a celle de Ariel Sharon en 2002, qui s'appelle l'opération Rempart, et il y a la guerre génocidaire actuelle qui s'appelle l'opération Mur de Fer, donc à 22-23 ans d'écart. Et toi, tu expliques dans cet article que, à ton avis, tu démontres en fait que ces deux opérations font en fait partie de la même stratégie. Tu peux m'expliquer ou nous expliquer pourquoi? Ouais. Euh, En fait, ce que j'essaie de rappeler dans l'article, et forcément c'est un format assez court, donc j'ai pas le temps de développer, mais si là je peux un peu aller plus loin, l'idée pour moi c'est d'expliquer que concrètement, Israël est un pays qui est né dans le cadre d'un colonialisme de peuplement et qui en 1948 a réussi un coup de force majeur. Pour faire simple, hein, à la veille du partage de la Palestine en 47-48, moins de 10% des terres de Palestine sont des propriétés juives et les Palestiniens sont deux fois plus nombreux. 2 ans plus tard, première guerre israélo-arabe, création de l'État d'Israël et surtout expulsion, contrainte à l'exil forcé des Palestiniens. Tu as 78% de la Palestine qui devient État d'Israël et quasiment 800 000 Palestiniens qui sont expulsés, soit à peu près 70% de la population qui habite sur le territoire. Donc Israël prend possession de 70% de la Palestine historique avec une transformation du paysage. Ils vont renommer la totalité des champs, des vallées, des rivières, des fleuves, bref, passons. Ce processus-là, en 67, entre dans une nouvelle phase parce que précisément Israël, en prenant Gaza et la Cisjordanie, se trouve sur clairement un souci majeur qui est que la population palestinienne reste sur place pour des raisons historiques propres au moment-là, mais en tout cas, il n'y a pas d'expulsion massive, d'exil forcé massif. Et cette situation va perdurer jusqu'à la fin des années 80 lorsque on va avoir des révoltes palestiniennes et surtout cette stratégie menée par Arafat à l'époque qui est de dire nous allons accepter l'idée d'un État de Palestine sur le restant du territoire, donc 22% de la Palestine historique. C'était l'idée, hein, pour faire simple, de Arafat de dire la patrie palestine restera le territoire historique, mais l'État sera sur seulement une partie de la patrie. Bon. Et je Et te puis on coupe arrive vite au fait. processus. Je te coupe vite fait, juste pour vraiment montrer aux gens que quand on entend dans les médias dominants et aussi des diplomates israéliens que les Palestiniens n'ont jamais voulu faire de compromis, accepter que son État comprenne que 22% de la Palestine historique, si ça c'est pas un énorme compromis, je vois pas ce que c'est un compromis en fait. Mais on peut même faire deux autres rappels, hein. Au lendemain de la première guerre israélo-arabe, concrètement, les pays arabes avoisinants proposent clairement des plans qui sont des plans possiblement de paix à l'État d'Israël, dans l'idée de dire bon, on va trouver un terrain d'entente, d'accord. C'est Israël qui en fait refuse ces différents plans. Bon, effectivement, quand on arrive au moment d'Oslo, c'est toujours important de rappeler, et moi je sais que je passe du temps dans les médias, c'est de rappeler, mais c'est compliqué à faire entendre, Israéliens et Palestiniens arrivent à Oslo avec des visions complètement différentes. Arafat est persuadé, et il a raison de mon point de vue, qu'il a fait un pas historique vers la paix.
il dit aux Israéliens, on vous reconnaît, on laisse Israël sur 70% du territoire, nous on veut que 22% pour avoir un État à nous souverain. Or, du point de vue israélien, tout est à négocier à Oslo. Les modalités même de l'État ne sont pas du tout acceptées et le principe même de fin d'occupation des territoires palestiniens n'a jamais été mentionné par les négociateurs israéliens à Oslo. Je ne vais pas faire l'historique, mais on arrive à la fin années 90, début 2000, Oslo a complètement capoté du point de vue palestinien, parce que du point de vue israélien, il faudrait aussi le développer, mais pour moi, ce n'est pas forcément un échec, parce qu'ils sont parvenus en fait à reconfigurer complètement l'occupation de la manière à peu près dont ils le voulaient. Alors après, reste à savoir si Rabin, à la veille de sa mort, comme le disent certains, et moi sur ça, je n'ai pas d'éléments concrets, était prêt en fait à aller plus loin que ce qui était prévu à la base. On ne le saura jamais, puisqu'il a été tué par un extrémiste juif. Sauf que début année 2000, on a ce moment absolument sidérant où la droite israélienne parvient à revenir au pouvoir dans l'idée que, eh bien, il faut régler la question palestinienne. On a tenté la voie, entre guillemets, de la négociation, même si, on le sait, la négociation, c'était en fait, on vous donne quelques miettes, quelques éléments d'autonomie, mais pas d'État concret. Face au refus, palestinien d'accepter ces quelques modalités d'occupation aménagées, la seconde intifada réamène un aménagement de l'occupation dans le sens où il faut trouver une solution. Et ce que vont s'atteler à faire notamment Sharon puis Netanyahou, ça va être de développer un ensemble de dispositifs sécuritaires pour faire disparaître les Palestiniens. Donc il y a le mur en Cisjordanie. Ils vont démanteler les colonies dans la bande de Gaza et retirer l'armée, non pas pour donner cette partie à la Palestine, comme parfois on n'entend pas dans certains médias, mais absolument pour créer une espèce de situation de chaos complet où en fait on empêche toute phase de négociation. Dans l'article, j'explique par exemple que le retrait par Israël de la bande de Gaza, c'est pas un transfert de compétences à l'autorité palestinienne ou aux Palestiniens. C'est en fait, on va se retirer de la bande de Gaza tout en le contrôlant de l'extérieur. D'ailleurs, la bande de Gaza demeure un territoire occupé même après le démantèlement des colonies et du retrait israélien. Et donc tout ce processus-là qui vise en fait à faire disparaître les Palestiniens, eh bien factuellement, il est en partie une réussite. Puisque en fait, on va avoir d'abord au niveau international une Palestine qui va peu à peu être complètement, on va dire, disparaître de l'agenda international, même si les Palestiniens auront quelques victoires, entrée à l'ONU, à l'UNESCO, à la CPI, par une stratégie d'internationalisation. Mais concrètement, sur le terrain, on va avoir plus de 220% de colonies entre années 2000 et 2021. On va avoir tout un processus qui vise en fait, non pas à séparer les Palestiniens, comme on entend parfois, mais à filtrer qui peut se déplacer. En gros, les Palestiniens qui veulent juste venir travailler en Israël dans une espèce de situation de prolétariat absolument misérable, on vous laisse passer. Par contre, toutes les personnes qui font de la politique, qui sont militants, qui sont engagés, on va vous mettre des contraintes, vous empêcher de vivre et de vous développer. Et tout ce processus en fait de faire disparaître la Palestine va s'accompagner aussi de l'aide, notamment sous Netanyahou, de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, où Trump en fait va faire passer différentes étapes. Donc on peut en voir trois. La première, c'est les attaques massives contre l'UNRWA. D'une certaine manière, l'UNRWA étant le soutien des réfugiés palestiniens, donc l'un des piliers de la défense de la cause palestinienne. Je rappelle dans l'article que près de 40% des Palestiniens dans le monde sont des réfugiés liés à l'UNRWA. Le deuxième point, ça va être les attaques massives qui vont être faites contre l'idée que Jérusalem soit capitale partagée, avec notamment le transfert de l'ambassade et l'acceptation d'une certaine manière de la colonisation massive à Jérusalem-Est par Israël. Et puis les accords d'Abraham qui vont factuellement autoriser Israël à tisser des relations avec différents pays arabes sans faire de garantie aux Palestiniens. Et tout ce processus-là que je raconte dans l'article nous amène en fait au 7 octobre 2023, d'une certaine manière, où à la veille du 7 octobre, on avait une Palestine qui avait disparu, où paradoxalement, les Palestiniens n'avaient jamais été autant reconnus internationalement comme étant État à part entière, etc. Mais sur le terrain, il n'y avait rien. Puisqu'au contraire, on a un grignotage de plus en plus fort du territoire palestinien, une absence totale de souveraineté et aucune perspective politique. Et en fait, le 7 octobre s'inscrit dans cette séquence-là, très longue à mon sens, et pas uniquement, comme on l'entend parfois, le 6 et le 7 octobre, mais plutôt dans cette longue séquence où les Palestiniens sont dans une phase de réinscrire la question palestinienne dans la question, dans l'échelle internationale, pour ne pas en fait disparaître et être complètement tué, si tu veux, ou du moins perdu dans cette stratégie coloniale. Tiens, tu finis par stratégie coloniale, et c'était mon point. En fait, tu parlais de colonialisme, de peuplement, et le fait que donc Israël, en 68, acquiert encore plus de terres, mais que le problème pour Israël, c'est qu'il y a encore des Palestiniens sur ces terres. Comment tu définis, c'est quoi la différence pour toi entre le colonialisme et pourquoi le colonialisme version Israël, donc de peuplement, est différent, en fait?
Alors, quand je dis version Israël, communisme de peuplement, d'abord, il faut bien préciser, c'est pas un cas exceptionnel, hein, le cas israélien. Il y a des exemples qui sont l'Amérique du Nord, on parle aussi parfois de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, même de l'Afrique du Sud. Il y a différents exemples. Le changement profond, c'est qu'un communisme d'exploitation vise à s'accaparer les ressources sur le territoire et à utiliser la population autochtone comme une main-d'œuvre. On veut exploiter les ressources, etc. Le communisme de peuplement vise à remplacer la population autochtone pour prendre sa place. On appelle ça souvent un transfert de souveraineté, où en fait, le colon ne vient pas là pour exploiter les ressources, il vient pour s'installer à la place de la population autochtone. C'est exactement le processus qu'on a en Israël, et je dirais même plus, on a une similitude assez forte avec l'Amérique du Nord, où en fait, on a une population juive, persécutée en Europe, qui vient essayer de trouver et faire un refuge quelque part, où la population qui est, en fait, doit quelque part se retirer, faire place par tous les moyens possibles, l'expulsion, la mise de côté, etc. Ce que j'explique du coup dans ce processus-là, c'est que année 2000, de mon point de vue en tout cas, c'est là où vont se mettre en place tous les dispositifs qu'on a ensuite qualifiés de régime d'apartheid. C'est-à-dire, on va fragmenter encore davantage le peuple palestinien pour s'assurer son contrôle. Et quand je dis s'assurer son contrôle, si on regarde les statistiques, c'est intéressant de voir que, par exemple, dans les années 2010, la question palestinienne va causer du côté israélien très peu de victimes. Il y a très peu d'attaques palestiniennes qui vont causer vraiment beaucoup de victimes, sauf les grands moments de déflagration avec la bande de Gaza, que ce soit hiver 2009 ou 2014. Mais globalement, du point de vue de la société israélienne, il y avait un sentiment d'avoir vaincu. On a gagné. On a réussi à faire disparaître les Palestiniens. Ceux qui l'ont compris, ce sont ceux qui viennent travailler chez nous ou alors qui acceptent de faire un peu d'économie avec nous. Ceux qui n'ont pas accepté sont les derniers, combattants qui, d'ailleurs, au passage, vont être caricaturés non pas comme des gens qui luttent pour leur libération nationale, mais comme un ensemble d'agrégats terroristes, a fortiori islamistes, évidemment, depuis notamment les années 2000. Je veux revenir vers cette question de l'État de Palestine. Comme tu l'expliques, depuis Arafat, la Palestine s'est dit on va tout faire pour satisfaire en fait l'Occident. Donc on va adhérer au traité de l'Occident, on va dire qu'on est d'accord de reconnaître Israël, on va dire qu'on est d'accord de partager de ne garder que 22% de nos territoires. Et comme tu l'expliques dans l'article, il y a cette question de la reconnaissance de l'État de Palestine qui est de plus en plus d'actualité. Il y a maintenant 147 ou 148 pays, je crois, qui reconnaissent la Palestine. La France a annoncé vouloir reconnaître la Palestine en juin. Mais ce qui ne va pas dans cette histoire, c'est qu'alors que, en fait, à quoi elle sert cette reconnaissance de l'État de Palestine, qui est peut-être purement symbolique, puisque comme tu l'expliques dans l'article, sur le terrain, il est clairement impossible de voir cet État palestinien, puisque c'est grignoté de partout par les colonies israéliennes. Alors là, on est sur un aspect politique et qui est à mon avis très important, et il faut encore une fois qu'on prenne le temps de l'expliquer, dans le sens où la reconnaissance en tant que telle ne sert à rien si elle ne s'accompagne pas de sanctions. Et ça, c'est un enjeu qui est important parce qu'il y a une instrumentalisation totale de cette question. Les Palestiniens ont toujours mis en adéquation les deux. C'est-à-dire que la reconnaissance vise pour eux de justifier les demandes de sanctions. Or, on a actuellement une espèce de stratégie, disons, de certains responsables politiques ou intellectuels, je ne vais pas forcément les juger parce que je ne connais pas leur volonté, leur motivation personnelle, mais on va dire de faire une espèce de cas de conscience à peu de frais, en disant on veut reconnaître l'État de Palestine, mais il s'arrête là. Alors qu'en fait, non. La question palestinienne, c'est pas une question de paix entre deux nations qui se font la guerre, c'est une question de justice et une question coloniale. Et en fait, je crois que ces responsables politiques ou ces gens sont terrifiés, et notamment quand on parle de peuplement ou de questions coloniales, ils sont terrifiés parce qu'ils savent que si on va sur ce paradigme-là, qui est de mon point de vue le seul et unique paradigme qu'il faut prendre en compte quand on aborde la question palestinienne, forcément il faut parler de décolonisation. Avec tout ce que ça peut impliquer. On le sait, dans l'histoire, pour l'instant en tout cas, le communisme de peuplement, il y a eu 3 possibilités de résolution. L'écrasement complet de la population autochtone, c'est le cas à mon avis australien ou d'Amérique du Nord. On a le cas du départ des populations coloniales, notamment le cas, je pense, Algérie française. Dans le cas israélien aujourd'hui, on sait que 70% des juifs israéliens sont nés sur le territoire israélien. Moi, je considère qu'il y a un fait national qui est là et qui est devenu en fait, c'est un fait colonial qui est devenu fait national, qui n'empêche pas qu'il soit toujours colonial, mais la situation me paraît quand même assez différente que l'Algérie française. Bon. Et enfin, troisièmement, il y a possibilité d'avoir une renégociation de la souveraineté, un peu dans le cas qu'on a eu en Afrique du Sud, mais là aujourd'hui, on est bloqué. Et pourquoi est-ce qu'on est bloqué? Je crois qu'il faut vraiment le présenter comme ça. Parce que précisément, le communisme de peuplement israélien
a réussi du point de vue de la souveraineté et du point de vue territorial. Je crois que c'est un fait en termes de colonisation, en termes de gestion des terres, et on le voit aujourd'hui dans la bande de Gaza, où à l'heure où on se parle, toi et moi, quasiment 80% de la bande de Gaza est sous contrôle de l'armée israélienne. Je ne dis pas que c'est un fait accompli, mais je dis que là, on est face à une situation d'ampleur absolument incroyable. Sauf que dans le même temps, ce colonialisme de peuplement a échoué sur l'enjeu démographique. Puisque entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain, donc la Palestine historique, les Palestiniens, les Arabes de Palestine sont majoritaires. Majoritaires, évidemment, tant qu'il n'y a pas de deuxième Nakba qui est mise en place dans Gaza ou en Cisjordanie. Ils sont majoritaires. Et je crois que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas saisir pourquoi est-ce que l'extrême droite en Israël et même la droite nationaliste est complètement arc-boutée sur ces questions de démographie et d'expulsion des Palestiniens. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un enjeu démographique majeur pour eux et que, vu qu'ils ne veulent pas d'État de Palestine, ni même de laisser aux Palestiniens un territoire, eh bien, forcément, il faut trouver d'autres solutions. Ils ont tenté la question de l'apartheid généralisé sous Sharon puis Netanyahou pour faire disparaître les Palestiniens, on ne les voit plus. Sauf que le 7 octobre et ce qui se passe par la suite fait qu'au contraire, les Palestiniens sont revenus de la manière la plus brutale possible sur la zone internationale. Donc, il faut trouver une autre solution. Et c'est pour ça que dès le mois d'octobre 2023, nous étions plusieurs spécialistes, militants, chercheurs, peu importe le statut, à dire attention, nous sommes à la veille de crimes de masse. À l'époque, on s'était fait accuser de faire de l'anti-israélien primaire. En fait, non. On a toutes les caractéristiques possibles. Un État d'Israël géré par une extrême droite complètement décomplexée, une armée israélienne qui est radicalisée depuis 20 ans, et là particulièrement face à l'humiliation subie le 7 octobre, et une société israélienne qui est persuadée depuis 20 ans qu'elle a gagné, elle ne voit plus les Palestiniens, et au vu du 7 octobre, elle va être complètement dans une bulle cognitive, une cécité complète face aux crimes qui vont être perpétrés. Et il faut rappeler que fin octobre 2023, on a près de 800 spécialistes du monde entier qui vont signer la première tribune affirmant nous sommes à la veille d'un potentiel crime de génocide. On est 20 mois plus tard et malheureusement, c'est confirmé. Là, tu parles d'extrême droite complètement décomplexée. On parle de génocide à Gaza. On parle beaucoup moins de ce qui se passe en Cisjordanie. Est-ce que tu peux nous en parler, ce qui se passe en Cisjordanie, surtout depuis le 7 octobre 2023, et en particulier peut-être nous expliquer ce que c'est l'unité Agmar, parce qu'on parle encore d'extrême droite décomplexée. Ok. Concrètement, si je reprends un peu le fil que j'ai tissé depuis tout à l'heure, on arrive au début de l'année 2020, et la question palestinienne, qui a donc quasiment disparu, accord d'Abraham, etc., va ressurgir encore une fois par un élément en fait de révolte et de violence, avec en 2021, suite à la volonté d'expulser les Palestiniens de Jérusalem-Est, il y a une révolte généralisée qui se met en place dans la ville de Jérusalem, puis ensuite qui va aller en Cisjordanie et également dans les villes palestiniennes en Israël. Et là, encore une fois, si on fait une petite parenthèse, je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'opinion publique a autant de mal, à mon sens, à appréhender justement la question palestinienne, c'est parce qu'en fait, on en parle quand il y a des moments de cycle de violence, de révolte absolument intense, et on ne voit pas ce qui se passe entre les événements. Et donc, on a ce moment de révolte en 2021, où également dans la Cisjordanie vont se remettre en place différents bataillons, des unités armées, qui ne sont pas forcément liées à des groupes palestiniens tels que le Hamas, Fatah ou Jihad islamique, c'est vraiment des unités liées à l'échelle locale, donc le groupe de Naplouse, le groupe de Tud-Karem, etc. Et en fait, on va avoir pendant à peu près plusieurs mois, si ce n'est 1 ou 2 ans, l'armée israélienne qui va massivement se mobiliser en Cisjordanie pour tuer dans l'œuf toutes ses volontés en fait de retisser un processus de lutte armée. Ce processus de lutte armée, dans l'article, j'explique que de mon point de vue, il est complètement rationnel. Rationnel parce que la question palestinienne a tenté dans les années 2000-2010 d'autres stratégies de lutte non violente, internationaliser la question palestinienne en entrant dans toutes les instances internationales de justice, etc. Et puis d'essayer de construire un État de Palestine de facto. On se rend compte que c'est un échec complet, il n'y a pas d'État de Palestine et il n'y a pas même de perspective politique. Ils sont complètement écrasés par la politique coloniale d'Israël menée par Netanyahou avec l'aide de Trump à l'époque. Et donc cette rationalité, disons, du retour de la lutte armée va entraîner en Cisjordanie une mobilisation massive de l'armée israélienne avec notamment une surveillance accrue qui, au passage, va être en fait l'une des raisons pour lesquelles l'armée israélienne va notamment retirer une partie de ses unités qui est tout autour de la bande de Gaza pour les mobiliser en Cisjordanie. Sauf que arrive le 7 octobre 2023, l'armée israélienne va se remobiliser autour de la bande de Gaza, mais il faut garder toujours le contrôle et l'occupation très serrés en Cisjordanie.
l'unité Agmars, donc une unité qui va être mobilisée, qui vise en fait à prendre notamment des colons, puisque ce sont eux notamment qui composent cette unité, et de leur mettre un uniforme. Pour faire très simple, les colons parmi les plus radicaux, violents et brutaux sont ceux qui vont composer cette unité, où on a donc des Palestiniens qui du jour au lendemain voient leurs agresseurs d'hier revenir avec un uniforme d'armée israélienne. C'est sidérant de cynisme et de violence, mais c'est ce qui va se passer, et on va avoir en Cisjordanie, dans l'ombre en fait de ce qui se passe à Gaza, une politique israélienne complètement brutale où on n'a pas le même degré et ni la même intensité évidemment qu'à Gaza, mais on a les mêmes méthodes. C'est-à-dire détruire des bâtiments sans aucune raison stratégique, si ce n'est montrer qu'on peut détruire tout ce qu'on veut, arrêter des personnes par centaines et par milliers de manière purement arbitraire pour terroriser la population, l'empêcher de se révolter, contrôler complètement les routes et les moyens de passage pour s'assurer que la population comprend bien qui est le chef et qui est le patron, et accroître, accentuer la pression mise par les colons et par la colonisation. Moi, je peux témoigner par exemple, j'ai 3 amis, 2 garçons et une femme, 2 hommes et une femme, qui ont été incarcérés en Cisjordanie après le 7 octobre 2023. Ils n'avaient absolument participé à aucune forme d'opération armée ou quoi que ce soit. Ils ont été incarcérés et quand ils ont été libérés par la suite, dans le cadre des fameuses négociations qu'on a eues, libération d'otages en Israël et libération de ces otages palestiniens là aussi en fait qui ont été pris après le 7 octobre, ils étaient méconnaissables. Et ils ont subi dans les prisons d'armée israéliennes des formes de torture et d'humiliation qui sont innommables, évidemment. Donc pour toi, en fait, pour revenir à cette idée que Netanyahou, c'est le diable incarné, et peut-être qu'il est, hein, mais que c'est le seul problème qu'on a en ce moment pour qu'il ait une justice en Palestine, est-ce que Netanyahou, c'est le symbole d'un sionisme sous anabolisant, ou est-ce que c'est le symbole du sionisme, tout simplement, en fait? Je vais être très simple. Israël, quand l'État se crée en 1948, c'est un État qui se crée évidemment avec cette volonté, on le sait, un propre au sionisme, de vouloir trouver un État refuge pour les populations juives. Cet État refuge pour les populations juives ne pouvait pas se construire en Palestine sans processus colonial. C'est impossible. Impossible. On le voit bien d'ailleurs. La raison pour laquelle Israël s'oppose au retour des réfugiés palestiniens, c'est parce qu'ils savent que s'il y a un retour des réfugiés, ils seront minoritaires. Donc ça veut bien dire qu'Israël ne peut se créer que par l'expulsion des Palestiniens. À partir de là, un État qui se crée sur un processus colonial, avec un nationalisme aussi débridé, si à un moment donné dans son histoire, il ne fait pas une sorte d'aggiornamento sur la colonialité de sa société, de sa stratégie politique, de son armée, sur l'inégalité structurelle qu'il y a dans le pays, eh bien forcément, à terme, tu ne peux avoir que des forces de plus en plus coloniales, droitières, suprémacistes, qui vont s'emparer du pouvoir. Dans mon livre L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël, que j'ai publié en 2021, c'est ce que j'essaie d'expliquer, qu'en fait, Israël, concrètement, ne pouvait pas être un État fondé sur ces valeurs qu'on présente, gauche israélienne, sioniste, kibbutz, etc. Ça ne pouvait durer qu'un temps, précisément parce que la question coloniale est tellement prépondérante dans ce pays, où les terres sont tellement fondamentales, la question démographique est tellement fondamentale, que soit, à un moment donné, il y aurait peut-être pu avoir, mais ça, c'est des si qui me mettraient une autre conférence, à mon avis, une espèce de mise à jour complète de ce que c'est que ce pays. Mais tant que ça n'a pas été fait, et ça n'a jamais été fait, eh bien forcément, ça a été, à chaque étape politique, une marche en avant pour les forces de plus en plus nationalistes et coloniales. On l'a vu en 67 avec la conquête de Cisjordanie et la bande de Gaza, et puis, à partir des années 90-2000, il y a une opposition farouche au processus d'Oslo, puis au soutien à la colonisation et à l'écrasement complet des Palestiniens. Ce que je dis aujourd'hui, et ce qu'on dit avec Yanni dans ce qu'on a publié récemment, c'est que, en fait, les manifestations qu'on voit en Israël contre ce qui se passe à Gaza, il faut être précis, c'est pas pour les Palestiniens, c'est pour les otages. Évidemment que certains Israéliens sont complètement effrayés par ce que leur armée provoque là-bas. Mais ils sont combien concrètement? C'est ça nous qu'on essaie de dire. On n'essaie pas de faire une attaque gratuite contre Israël, on essaie de présenter justement cette société. J'entendais encore dans les débats récents, une majorité d'Israéliens sont contre ce qui se passe à Gaza. Où sont-ils? Dans les manifestations qu'on a aujourd'hui en Israël, la question des otages, elle est centrale, elle est primordiale. Par contre, combien sont-ils à brandir des portraits d'enfants palestiniens? C'est en fait les historiques de la gauche radicale anti-occupation qu'on connaît, toi et moi, quand on va là-bas, etc. Mais la société israélienne, on sait à quel point elle a été complètement pénétrée par presque 20 ans de processus de nationalisation massive, en termes d'esprit, hein, je parle,
avec des idées de plus en plus radicales, avec une réforme du système scolaire sous Netanyahou, avec des médias de plus en plus à cheval pour défendre mordicus l'armée israélienne. Et là, aujourd'hui, les chiffres le montrent bien, tu as une majorité de juifs israéliens qui soutiennent sans aucun problème l'expulsion des Palestiniens de Gaza. Mais ce qui, par contre, nous a un petit peu surpris davantage, c'est les chiffres sur les Palestiniens citoyens israéliens. Où là, il y a aussi une majorité qui n'aurait pas de problème à les expulser. Ça dit beaucoup de choses de cette société, de son état aujourd'hui de consentement complet à des crimes perpétrés contre les Palestiniens, et ça justifie, à mon avis, d'autant plus des appels qui sont proférés à l'isolement de ces pays et aux sanctions qui doivent être mises. Oui, oui, ce sondage-là dont Yanni a beaucoup parlé là, d'ailleurs récemment montre clairement que ceux qui espèrent que la solution va venir de l'intérieur d'Israël se trompent complètement. Et en fait, il y a d'ailleurs beaucoup d'Israéliens qui appellent à leur propre boycott, en fait, tu vois, au boycott, genre boycottez-nous, en fait. Et on a besoin, comme sous l'Afrique du Sud, de pression de l'extérieur pour se libérer du sionisme. Mais vas-y, je t'écoute. L'exemple le plus récent, et ça, je crois que ça tient aussi à cette espèce d'occidentalisme qu'on a essayé de présenter aussi avec Yanni, où on essaie de se demander, mais pourquoi est-ce que l'État d'Israël bénéficie d'autant de formes de compassion et de soutien en Occident, alors même qu'ils pratiquent aujourd'hui les pires des crimes contre les Palestiniens. Et donc, on voyait en fait à quel point est-ce qu'il y a une volonté de toujours démontrer que Israël, mine de rien, ce n'est pas Netanyahou, ce n'est pas le gouvernement, alors même que ce gouvernement, il est issu en fait des urnes en Israël. Netanyahou, en 2022, obtient plus d'1 million des voix dans un pays qui compte 9 millions d'habitants. Donc, c'est des chiffres quand même qu'il faut démontrer. On verra d'ailleurs aux prochaines élections le rapport de force qu'il y a. Simplement, par exemple, les médias récemment, et j'ai encore été appelé ce matin pour parler de ça, Yair Golan, qui est le nouveau leader, on va dire, de la gauche sioniste israélienne, a eu une sortie il y a une semaine maintenant où il a dit on est devenu un État paria, on tue des enfants par hobby. Bon, déclaration tout à fait honnête de sa part, il voit des choses parce qu'il ne veut pas non plus faire fi de cette situation. Dans la foulée, ce qu'on ne dit pas, c'est que sur une chaîne israélienne, il est allé pour revenir en arrière et dire c'est pas ce que j'ai voulu dire. L'armée israélienne ne fait pas de crimes à Gaza. Et par ailleurs, parallèlement à ces deux séquences-là, il a perdu quasiment 3 sièges dans les sondages en cas de nouvelle élection. Ça veut dire qu'on nous présente quelqu'un qui est le renouveau potentiellement d'Israël, et moi sur ça, j'ai pas forcément d'avis personnel, hein, je ne fais qu'observer et analyser. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quand il déclare des choses qui sont devenues quasiment communes au monde entier sur le fait qu'Israël pratique des crimes, sa société le sanctionne en lui faisant perdre 3 points. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit capable de regarder en face cette réalité, où on a une société israélienne qui, certes, est dans une complète bulle cognitive avec le 7 octobre, mais ça ne date pas que de là. Ce que ma collègue Nitzan Perelman, sociologue israélien, explique très bien, c'est qu'en fait, le 7 octobre est venu amener une phase d'accélération et de radicalisation d'un processus de droitisation qui date déjà depuis 20 ou 30 ans en arrière, où la droite a justement réussi à pénétrer complètement le pays en Israël, mais elle a réussi à le pénétrer pourquoi ? Parce que concrètement, ce qu'on appelle gauche sioniste a toujours été des organisations qui certes sont basées sur certaines valeurs, on va dire, socialisantes, mais qui sont tout autant coloniales et profondément d'accord dans l'idée qu'Israël ne doit pas être un pays égalitaire pour tous, mais que quelque part, cette inégalité structurelle entre Palestiniens et Juifs israéliens, elle est tout à fait normale. Quand tu acceptes ça au niveau de la gauche sioniste, imagine ce que ça provoque en termes d'autorisation de discours au niveau de la droite. Et on va de plus en plus loin dans la démagogie, dans la surenchère, on le voit dans nos sociétés à nous, mais en Israël, dans un cadre colonial, ça prend des proportions davantage plus, on va dire, concrètes sur les conquêtes de territoire, l'expulsion des populations et une violence véritablement débridée, on le voit aujourd'hui, contre les populations palestiniennes. Thomas, merci. Dernière question. Je voulais parler de perspectives futures. Récemment, c'est pas si récent que ça, mais j'étais à la dernière fête de l'UMA et je parlais à Ilan Papé qui me disait, en gros, très pessimiste sur le futur court, parce que voilà, il se passe un génocide à Gaza, mais optimiste sur le long terme. Et 1 heure plus tard, je parlais à un Palestinien de Gaza qui avait réussi à sortir de Gaza il y a 6 mois, et qui me disait exactement la même chose. Est-ce que, pour toi, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et je dis le futur, Israël est à paria, il y a quand même, au niveau de l'opinion publique en tout cas, il est maintenant évident, j'ai l'impression que les gens savent ce qui se passe en Palestine. Fin du sionisme, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Et je sais que c'est dur de lire dans la boule, je sais plus comment on dit, la boule machin là, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'il y a trois aspects, je vais aller de manière très succincte. D'abord, sur le volet purement israélien, moi je pense qu'il y aura peut-être une phase, une parenthèse avec un retour d'un espèce de gouvernement potentiellement libéral au pouvoir, mais pour moi ça ne peut durer qu'un temps. Tant cette société, elle a complètement évolué, droitisé, enfin les articles, les livres sur ça en parlent. Je pense même au livre de Sylvain Sipel, hein, L'État d'Israël contre les Juifs, je crois que c'est ça, qui est magistral aussi. Donc vraiment, ça documente. Et si véritablement il y a un renversement complet, ce renversement ne pourra avoir lieu que s'il y a une prise en compte concrète de la réalité palestinienne en fait. Mais pour l'instant, je ne la vois pas, vu ce qu'on s'est dit jusque-là. Côté palestinien, naturellement, la situation fait qu'il y a une absence totale de renouvellement du mouvement national palestinien. Et ça, je crois que c'est aussi un point qu'il faudrait aborder dans un autre moment, qui est que les Palestiniens sont quasiment livrés à eux-mêmes face à une absence totale de gestion politique capable de présenter un agenda et une perspective concrète. Je ne dis pas que c'est leur responsabilité, je dis que forcément, ça empêche aujourd'hui internationalement d'avoir une saisie de la question palestinienne avec un projet politique à mener. Mais ça, je crois que c'est aussi parce qu'on est dans une espèce d'interstice. La solution à deux États, on voit bien à quel point elle n'est pas praticable dans l'État. Et en même temps, la question à un État, ça mériterait tellement d'analyses concrètes et complexes qu'en fait, on ne sait pas vers où on va. Et cette absence-là fait qu'il y a une espèce de vide complet qui malheureusement profite, à mon avis, au pouvoir israélien. Au niveau international, par contre, moi, je crois qu'il y a toute une nouvelle génération dont la conscience politique s'est faite avec Gaza, véritablement. Il y a une prise de conscience que nos États occidentaux ont autorisé, ont légitimé pendant presque 20 mois des crimes en laissant complètement impuni l'État d'Israël, en autorisant la livraison d'armes, etc., etc. Je crois que ça ne pourra pas rester en l'état. Je pense qu'il y a des générations qui vont se former, qui vont devenir chercheurs, juristes, avocats, humanitaires, militants, peu importe leur statut, et qui vont accentuer cette pression qui fait que dorénavant, on ne pourra plus, dans les syndicats, les partis politiques, peu importe, parler d'Israël comme un État normal. Et ça, je crois que c'est un combat important que la campagne BDS a notamment amené, mais qu'il faut davantage accentuer. En France, en 67, il y a eu le fameux article de Maxime Rodinson qui disait « Israël est un colonial » pour l'interrogation. Il a fallu du temps pour qu'on arrive à faire comprendre que Israël est un pays qui a été créé en 48, mais ça reste un pays colonial dont il faut regarder la réalité de sa politique. Et on continue à devoir combattre sur ça. Il a fallu presque 15 à 20 ans pour faire reconnaître l'idée que Israël est un État d'apartheid. Et moi-même, j'ai d'ailleurs eu affaire avec ma propre conscience des débats sur cette question d'apartheid. Je crois qu'aujourd'hui, on a passé une nouvelle étape, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à faire entendre qu'Israël ne peut pas être un État normal, c'est un État qui est à la fois colonial, qui pratique un apartheid et qui maintenant est aussi coupable de crimes de génocide. Et ça, je crois que c'est le nouvel enjeu central sur lequel Israël aura bien du mal, à mon avis, à se départir. Écoute Thomas, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Voilà, merci pour ton travail depuis des années. C'est vraiment en peu de temps, donc merci beaucoup. Merci et à très vite. À très vite, Franck.